Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 18 juillet. Aujourd'hui, c'est Florian Dai qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur le scandale des prélèvements sanguins forcés impliquant l'équipe féminine de football de l'Université nationale normale de Taïwan à Taipei. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avec aujourd'hui la suite de l'émission sur Linda Gale Arrigo. Et enfin, vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Tebize qui s'interroge sur l'absence du président chinois Xi Jinping au prochain sommet des BRICS au Brésil. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Florian Dai pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Peine de mort votée pour la maltraitance d'enfants entraînant la mort. Enquête à l'Université normale de Taïwan sur les prises de sang. Alerte maritime à l'approche du typhon Wipa. Peine de mort votée pour la maltraitance d'enfants entraînant la mort. Le yuan législatif a voté aujourd'hui en troisième lecture l'amendement du code pénal afin d'alourdir les sanctions en cas de maltraitance d'enfants allant jusqu'à la peine de mort. Suite au cas du petit garçon Kai Kai, mort après avoir été maltraité, les demandes d'augmentation des peines encourues pour maltraitance envers les enfants se sont multipliées. Aujourd'hui, le yuan législatif a adopté en troisième lecture la révision proposée conjointement par l'opposition, le KMT et le TPP, des articles 271 et 286 du Code pénal. L'article 272.1 alourdit de moitié la peine prévue pour l'homicide d'un enfant de moins de 7 ans, alors que la loi actuelle prévoyait déjà la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou un emprisonnement minimal de 10 ans. Si ce meurtre est dû à la maltraitance, le coupable est passible de peine de mort ou d'emprisonnement à perpétuité. La préméditation de maltraitance jusqu'à la mort est passible d'une incarcération de 5 ans. L'article 286.1 du Code pénal concerne la maltraitance et la violence susceptibles de nuire à l'intégralité physique ou mentale ou au développement d'une personne. Les crimes relatifs sont passibles actuellement d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans pour les personnes de moins de 18 ans. Un décès lié au crime prévu dans le paragraphe 1 de l'article 286 est actuellement passible d'emprisonnement à perpétuité ou d'une incarcération minimale de 10 ans. La peine est de 5 à 12 ans de prison pour les cas de blessures graves. Les députés ont ajouté aujourd'hui la peine de mort en cas de décès de moins de 7 ans et un emprisonnement de plus de 10 ans en cas de blessures graves. L'article 286.2 du Code pénal concerne le décès ou la blessure grave causée dans une intention de profit financier. La loi prévoit actuellement une incarcération de plus de 12 ans et jusqu'à perpétuité en cas de décès et un emprisonnement de plus de 10 ans en cas de blessure grave. La peine de mort est désormais ajoutée pour les moins de 7 ans en cas de décès et pour les blessures graves touchant les moins de 7 ans, les peines prévues passent à un emprisonnement à perpétuité ou à plus de 12 ans d'emprisonnement. Enquête à l'Université nationale normale de Taïwan sur les prises de sang. Une controverse a éclaté à l'Université nationale normale de Taïwan concernant des prélèvements sanguins effectués sur les étudiantes joueuses de football. L'entraîneuse de l'équipe féminine de foot de l'université, Zhou Taiying, est accusée d'avoir menacé les joueuses de leur retirer des crédits universitaires si elles refusaient de participer à un projet de recherche scientifique qui nécessitait entre autres des prélèvements sanguins 3 fois par jour pendant 14 jours. Le 16 juillet, le parquet de Taipei a ouvert une enquête pour infraction à la loi sur la recherche sur les sujets humains et s'est rendu à l'université le lendemain, exigeant que les documents, enregistrements électroniques et échantillons existants ne soient pas détruits, dissimulés, supprimés ou éliminés, mais conservés de manière appropriée sous peine de poursuite judiciaire en cas de non-respect. L'université a publié aujourd'hui un bref communiqué indiquant qu'elle coopérait pleinement avec les enquêteurs. Hier, l'université a également publié une nouvelle déclaration dans laquelle elle présente ses excuses et s'engage à coopérer activement avec l'enquête et au suivi psychologique des étudiantes. Elle s'engage également à mettre en place un guichet unique pour recueillir les commentaires et les demandes des étudiantes de l'équipe de football. L'université a déjà retiré Zhou Taiying de son poste d'entraîneuse. Alerte maritime à l'approche du typhon Wipa. L'administration centrale de la météorologie a émis aujourd'hui à 11h30 une alerte maritime pour le 6e typhon de cette année, nommé Wipa, qui s'est formé à 2h du matin. La zone d'alerte comprend le détroit de Bashi et les eaux autour de l'île Dongsha.
Il est attendu que Wipa traverse le détroit de Bashi dans la soirée et entre en mer de Chine méridionale demain. L'est de Taïwan et la péninsule de Hengchun au sud doivent se préparer à des précipitations torrentielles, ainsi que les montagnes de Hualien et Taidong dans l'est. Le météorologiste Huang Enhong a déclaré: Après avoir atteint la mer de Chine méridionale samedi soir, sa trajectoire s'orientera vers le nord et son intensité augmentera considérablement. Le typhon atteindra probablement la limite supérieure d'un typhon léger et son rayon s'étendra également jusqu'à 220 km. Taïwan sera affecté à partir de vendredi après-midi jusqu'à dimanche matin. Les précipitations seront les plus importantes dans toute la partie est et sur la péninsule de Hengchun, avec des pluies localement fortes ou très fortes, en particulier dans les montagnes de Hualien et Taidong. Le typhon sera probablement au plus près de Taïwan pendant la nuit de vendredi à samedi et toute la journée de samedi. En outre, une alerte jaune pour vent violent a été émise à 11h pour les villes et comtés de Keelung, Nouveau-Taipei, Taoyuan, Hsinchu, Nantou, Kaohsiung, Pingdong, Taidong, Hualien, Yilan, Kinmen et Matsu, avertissant des vents moyens de force 6, c'est-à-dire de 39 à 49 km/h ou plus, et des rafales de force 8, c'est-à-dire de 62 à 74 km/h ou plus, qui pourraient se produire jusqu'au samedi soir. Lai-Ching-te accueille des jeunes des pays alliés au palais présidentiel. Le programme Taiwan Global Pathfinders Initiative, promu par le gouvernement, a été étendu aux jeunes des pays ayant des relations diplomatiques avec Taïwan cette année. Les premiers jeunes venus dans le cadre du projet Alliés diplomatiques en approche ont été reçus ce matin par le président de la République Lai Ching-te autour d'un petit déjeuner. Le président a souligné les liens et l'amitié entretenus entre Taïwan et les pays d'origine de ces jeunes. Il a également expliqué que Taïwan a lancé le programme Global Pathfinders Initiative d'une valeur de 10 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire environ 300 millions d'euros, afin d'encourager les jeunes taïwanais à aller dans les pays alliés et amis. Le second volet de ce programme est l'accueil de jeunes des pays alliés à Taïwan. Lai Ching-te a ajouté que les ministères des Affaires étrangères et de l'Éducation accompagneront les jeunes de ces pays au cours de leur séjour à Taïwan. Le programme finance la venue d'1 à 2 jeunes entre 18 et 30 ans par pays ayant des relations diplomatiques avec Taïwan pour une durée de 2 semaines à 3 mois, sélectionnés sur dossier de candidature pour venir à Taïwan réaliser leurs rêves. Les thèmes proposés pour 2025 sont le tourisme durable, l'agriculture intelligente, la diplomatie sportive et la diplomatie culturelle. Les députés voteront le 25 juillet sur la nomination des juges constitutionnels. La nomination des nouveaux juges constitutionnels par le président de la République sera votée par le yuan législatif le 25 juillet. Après le rejet fin 2024 des 7 candidats proposés par le président Lai Ching-te, de nouveaux candidats ont été avancés fin mars, dont Tsai Chou-ming, le procureur en chef de la Haute Cour, au poste de président du yuan judiciaire, et Su Su-he, juge de la Cour suprême en qualité de vice-présidente de la branche judiciaire. Le Parlement a récemment entamé l'examen des nominations. Le secrétaire général de la présidence, Pan Mong-an, a récemment conduit les 7 candidats à rencontrer le président du Parlement, Han Kuo-yu, ainsi que les groupes parlementaires du parti KMT et TPP. Pan Mong-an a dirigé de nouveau aujourd'hui les candidats pour une rencontre avec les groupes parlementaires au pouvoir du DPP. Le groupe du Kuomintang a affirmé que les discussions sont en cours, mais que la décision finale ne sera prise que le jour du vote, le 25 juillet, c'est-à-dire la veille du vote de destitution visant 26 députés du KMT. Protestation contre la nouvelle méthode de rémunération de Uber Eats. Le service de livraison de repas Uber Eats s'apprête à modifier le mode de rémunération de ses livreurs à la fin du mois de juillet. Plusieurs représentants syndicaux de toute l'île se sont réunis aujourd'hui pour tenir une conférence de presse avec la députée Lee Nue-chin, expliquant que les livreurs risquent de perdre un tiers de leur rémunération pour chaque commande livrée. Ils ont présenté 3 revendications. Premièrement, que Uber Eats ne modifie pas unilatéralement le système de rémunération. Deuxièmement, que le ministère des Transports et celui du Travail exhortent Uber Eats à négocier rapidement avec les syndicats sur 3 questions fondamentales relatives au droit du travail, à savoir la garantie de la rémunération, la transparence des suspensions et les contrats types. Et troisièmement, que le ministère des Transports et celui du Travail mettent en place rapidement des lois et réglementations correspondantes. Liu Zhengyan du département des relations du travail du ministère du Travail a déclaré que le ministère avait déjà établi des directives de sécurité et d'hygiène pour les livraisons de repas à domicile et qu'il était disposé à discuter des revendications avec les acteurs concernés afin de les inclure dans ces directives.
Il a également souligné que, concernant la fixation des tarifs de livraison, le gouvernement a toujours soutenu la tarification au kilomètre. Cette orientation répond plus aux principes de transparence et de prévisibilité et aux revendications des associations de protection des consommateurs et des syndicats. Nous appelons donc les deux grandes plateformes Uber Eats et Foodpanda à se conformer à la politique du gouvernement et à modifier le mécanisme opaque basé sur un algorithme utilisé depuis longtemps pour déterminer les frais de livraison et la rémunération des livreurs. Les syndicats n'excluent pas de lancer un appel à la grève générale des livreurs à travers Taïwan. Selon un représentant du syndicat de Hsinchu, plus de 100 000 livreurs de l'ensemble de Taïwan seront touchés par le nouveau mode de rémunération. Le plus ancien film sur Taïwan, désormais disponible sur YouTube. Le plus ancien film existant et encore visionnable sur le thème de Taïwan, Formosa, est désormais disponible sur YouTube. Selon l'Institut du cinéma et de l'audiovisuel de Taïwan, ou TFAI, ce court-métrage documentaire, tourné probablement dans les années 20, présente à travers 7 minutes d'images sur pellicule les paysages et la culture de Taïwan à l'époque coloniale japonaise. À partir d'aujourd'hui, le film colorisé est disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube du TFAI. Ce court-métrage a été offert en 1991 par le Musée du cinéma néerlandais à l'ancien Centre national du film, prédécesseur de l'Institut du cinéma et de l'audiovisuel de Taïwan. Cependant, le contexte du tournage, l'objectif de la production et l'histoire de la pellicule originale Formose continuent de faire l'objet de recherches. L'Institut a publié dans sa revue trimestrielle Film Appreciation Journal un dossier qui présente les résultats des études sur ce film. La directrice du TFAI, Iris Du, a déclaré que son institut continuerait à approfondir la recherche et l'interprétation des archives audiovisuelles anciennes et à rendre publiques ses collections. Cette année, l'Institut a lancé un appel aux cinémathèques du monde entier demandant la restitution de films liés aux peuples autochtones de Taïwan et datant d'avant les années 1960, dans l'espoir de reconstruire la mémoire historique en images et d'attirer l'attention sur les questions de préservation de la culture et de souveraineté audiovisuelle de Taïwan.